Donc nous allons attaquer cette journée. Tuiles et briques, matière à façade. C'est une journée qui est organisée par la Fédération des tuiles et briques, qui est organisée aussi par le Centre technique des matériaux, de matériaux naturels de construction. À chaque fois, je fais l'erreur. Et puis par le magazine 5 façades, dont je suis le rédacteur en chef. Et je m'appelle Stéphane Miget, pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, on a une journée donc avec une matinée qui sera consacrée aux grands enjeux de la filière. On aura Olivier qui sera avec nous, que vous connaissez peut-être. On va faire un panorama complet des solutions de façade et on va voir aussi les dernières avancées de R&D et d'innovation. Voilà. L'après-midi, elle va être consacrée à tout ce qui est transition environnementale. On va y parler bas carbone, RE 2020, réemploi et ressources. Et puis, ce matin et cet après-midi, nous aurons 2 temps d'échange, 2 tables rondes avec des architectes qui viendront nous partager leur expérience tuiles et briques. Alors tout de suite, je vais donner la parole à Frédéric Didier. Frédéric, installez-vous au pupitre. Vous êtes donc le président de la Fédération française des tuiles et briques et du Centre technique de matériaux naturels de construction. Merci. C'est à vous. Merci Stéphane. Mesdames, Messieurs, chers confrères, chères consoeurs, cher Stéphane, effectivement, c'est un honneur également pour moi et un vrai plaisir de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour cette journée technique dédiée à la façade et avec nos tuiles et nos briques. Et Dieu sait que pour un grand nombre d'entre nous, on le vit avec passion au quotidien. Donc moi, je suis ravi de pouvoir partager cette matinée, cette journée avec vous. En premier lieu, nous vous remercions bien sûr tous chaleureusement, architectes, maîtres d'ouvrage, bureaux d'études, entreprises de mise en œuvre. On sait combien c'est important pour nous d'en avoir de nombreuses et talentueuses. Sans ces entreprises, c'est très difficile de sublimer nos produits. Donc un grand merci aux entreprises de mise en œuvre d'avoir répondu également à notre invitation pour cette journée qui se déroule dans un lieu magnifique et chargé d'histoire. Alors le visage actuel du couvent des Récollets date de 2003. Il est le fruit d'une rénovation qui a été menée par l'agence Reichen et Robert et l'architecte Frédéric Vincendon sous la maîtrise d'ouvrage de la régie immobilière de la ville de Paris en 2003. L'aménagement intérieur est signé par l'agence Chartier-Corbasson. Le parti architectural met en valeur la conservation des traces d'une histoire longue et mouvementée qui a commencé au début du XVIIe siècle. Alors, ce couvent des Récollets fut un édifice religieux, bien sûr, mais aussi caserne de grenadiers de la garde nationale à la Révolution. Ça a été également un atelier de filature, ça a été un hospice, ça a été un hôpital militaire, ça a été une école d'architecture, ça a été aussi un squat pour collectif d'artistes, et désormais, il accueille le Centre international d'accueil et d'échange des Récollets, qui offre des résidences à des chercheurs et des artistes venus du monde entier. Il accueille également le Conseil régional de l'Ordre des architectes en Île-de-France, dont la mission est de garantir au public la qualité au service architectural, mais également la Maison d'architecture d'Île-de-France, qui œuvre à la promotion et la valorisation de l'architecture auprès du grand public et des professionnels. Alors je remercie tout particulièrement sa présidente, Madame Léa Mosconi, et sa directrice, Madame Asma Asmani, qui nous accueille, ainsi que Sophie Bertrand, présidente du réseau des maisons d'architecture, dont notre fédération est partenaire de longue date. Merci beaucoup. Cette journée technique, est co-organisée, comme Stéphane nous l'a dit, par la Fédération française tuiles et briques, et également le CTMNC, le Centre technique des matériaux naturels de construction, en partenariat avec le magazine 5 façades, dont Stéphane, qui en est le rédacteur en chef, comme tu l'as évoqué en introduction. Stéphane, qui a préparé cette journée avec l'ensemble des intervenants, et tu en seras l'animateur, et je te remercie pour cela. Un petit mot sur les co-organisateurs de cette journée, la FFTB, donc la Fédération française tuiles et briques, et le CTMNC, dont effectivement j'ai l'honneur d'être l'actuel président. L'activité du CTMNC est dédiée aux matériaux naturels de construction. Et à ce titre, il est composé de 2 départements. L'un pour les produits fabriqués à base d'argile, d'argile, terre cuite, mais également terre crue, dont bien sûr les tuiles, les briques de structure, les briques apparentes, les plaquettes, les angles,
tout ce qu'on retrouve dans l'illustration des bâtiments que vous réalisez. L'autre partie d'activité est dédiée aux roches ornementales et également les roches pour la construction. C'est un CTI, c'est un centre technique industriel. Un CTI a une mission d'intérêt général. Il est le lieu de mutualisation de moyens et de compétences au profit des entreprises et également en particulier pour les entreprises industrielles. Alors je salue chaleureusement Marie-Sabine Gavois, déléguée générale du réseau des centres techniques industriels, le CTI, qui est parmi nous aujourd'hui. C'est très important pour nous d'avoir ce réseau de CTI et on voit combien c'est important actuellement aussi de se serrer les coudes entre CTI dans cette partie, je dirais, budgétaire actuelle. Alors un CTI a pour mission de promouvoir le progrès technique, et c'est pas rien. Il a pour mission d'assurer le développement de la qualité par des programmes de recherche et de développement. Il a aussi la mission de réaliser des essais expérimentaux jusqu'à l'échelle industrielle, l'assistance technique aux entreprises de la branche FFTB. Il participe à des études interlaboratoires. Il participe aux travaux de normalisation, de certification, de marquage CE. Et bien sûr, ce CTI assure la diffusion des résultats à toutes les entreprises de la filière. Merci beaucoup à Isabelle Dorgeret, directrice générale du CTMNC et de la Fédération française du Sud-Afrique, et à l'ensemble des collaborateurs de la FFTB et du centre, dont plusieurs sont présents bien sûr aujourd'hui dans cette salle, bien sûr comme Olivier Dupont, Marielle Fassier, Céline Ducroquier, qui vont intervenir aujourd'hui, et je souhaite vraiment les remercier pour leur engagement au quotidien pour la profession. Leur travail est remarquable et extrêmement utile et précieux pour notre filière. Et vous apprécierez aujourd'hui, j'en suis certain, leur expertise dans leur intervention. Un grand merci également à Nelly Montaigne, qui a organisé avec 5 façades aujourd'hui cette journée. Merci beaucoup Nelly pour cette organisation sans faille, et votre présence en est la preuve aujourd'hui, donc merci beaucoup Nelly. Un grand merci également à Frédéric Aurine, ingénieur d'études au CNRS, Géosciences à Paris-Saclay, qui reviendra en début d'après-midi sur les travaux de sa thèse qui ont permis de cartographier les dépôts de sédiments argileux qui se forment chaque jour, jour après jour, dans les ports, dans les barrages, dans les fleuves, et c'est une ressource naturelle riche, importante pour nous également. Ce travail a permis d'évaluer la quantité de sédiments qui se déposent chaque année dans ces rivières, dans ces ports et dans ces barrages. Ça a permis d'établir une carte de référence qui permet de caractériser ces sédiments et leur potentiel pour la fabrication de produits comme bien sûr les tuiles et les briques. Nous aurons enfin la chance d'assister à 2 tables rondes, tu l'as dit Stéphane également tout à l'heure, dédiées au retour d'expérience architectes, dont Miguel Cornero de l'agence Avenir Cornero Architectes, Christine Calus pour l'agence Calus Roussel Architectes, Itamar Kraus, représentant Odap Kraus Architectes et Associés, et Pierre-Louis Thélandier de l'agence Thélandier Architectes Associés. Cet après-midi, nous retrouverons pour une seconde table ronde Cécile Brissac de l'agence Gensler, Oriane Duchesne pour l'agence ITAR Architecture et Jean Vianney Delirsniger de l'agence Béal et Glanquer. Alors je vous remercie vraiment tous chaleureusement pour votre implication dans ces travaux, dans la réussite de cette journée. Ils partageront bien sûr avec vous leur expérience, avec des réalisations qui mettent en œuvre des tuiles bien sûr, des briques apparentes, des briques en façade, dans des programmes et des contextes extrêmement variés. Un grand merci également à Samuel Delmas, architecte et fondateur de l'agence A+, Samuel Delmas, architecte urbaniste, qui sera notre grand témoin ce matin. Alors je suis convaincu d'une chose avec toute l'équipe de la Fédération et du Centre, que cette journée sera riche d'informations, riche d'échanges, et elle va nous permettre vraiment d'échanger, de continuer à donner vie, à magnifier notre beau et magnifique matériau au travers de vos ouvrages, de notre architecture, de notre urbanisme qui nous est cher. Et vos réalisations illustrent une architecture extrêmement contemporaine, soucieuse de pérennité, Dieu sait que c'est important aujourd'hui, ancrée dans son territoire, sobre dans son expression et ses moyens. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée technique. Et maintenant, je laisse la parole à Stéphane et je te remercie pour cette journée. Merci Frédéric, vous pouvez applaudir. Et donc, Samuel Delmas, architecte et urbaniste, vous pouvez venir à côté de moi. Et puis, on va voir avec vous ce que... Oui, il y a quoi de ça. Voilà. Première question, Samuel, pourquoi être le grand témoin d'une journée consacrée à la tuile et à la brique en façade ?
En fait, c'est vrai que nous sommes une agence d'architecture et donc Approchez votre micro. nous sommes une agence d'architecture et nous travaillons du coup avec plusieurs matériaux au quotidien, mais c'est vrai que chez de la texture, de la matérialité des différents projets qu'on développe nous intéresse tout particulièrement, et la brique participe à ce travail de fond sur cette notion d'ancrage, de matérialité et de contextualité qui est un élément qui nous tient à cœur dans tous les programmes que nous faisons. Et ça nous a amené à travailler avec la brique à plusieurs reprises. Et c'est ainsi qu'on a abordé cette thématique à la fois constructive et géographique. Donc il y a quelques projets qui vont défiler qui montrent quelques applications de tuiles et briques. On a aussi un petit projet en tuiles, tout en étant toujours sur des écritures quand même contemporaines, puisque l'idée ici n'est pas de faire du pastiche ou du faux vieux, mais bien travailler avec les briques d'aujourd'hui, mais qui ont cette qualité, cette patine qui est un des éléments qui pour nous est majeur. Pour vous, c'est important. La patine, on va y revenir après. Pourquoi c'est important? Alors toujours, en quoi la tuile et la brique, pour vous, sont des matériaux importants et donc y compris en façade? C'est vrai que c'est pour nous cette question de matérialité, de rapport bien sûr à la lumière, à la densité. Dans notre écriture, je dirais, est souvent très massive, volontairement, et la brique participe bien à cet effet de choses instaurées. Et c'est un élément qui se veut important dans son écriture, qui n'est pas un élément neutre. Quand on l'approche, quand on le met en place, il y a un sujet de logique constructive, de relief, d'épaisseur, et tout ça se travaille avec du dessin et met en place quelque chose qui est fabriqué et qui du coup demande vraiment une approche, une réflexion sur comment on organise. C'est moi qui ai fait défiler en appuyant sur le bouton. Mais on reviendra sur vos projets tout à l'heure. Je vous demanderai de les commenter rapidement. Sur la tuile, la brique, hein, il y a un côté ancestral, même millénaire. Est-ce que c'est important aujourd'hui? Est-ce que vous en tenez compte dans votre travail? Alors, oui, mais dans une approche qui n'est pas tellement dans la nostalgie, mais plutôt dans un ancrage historique et dans la question de la provenance et de la caractérisation de ces matériaux. Donc c'est vrai qu'on s'attache à l'utiliser dans des zones géographiques et des contextes qui nous paraissent les plus pertinents. Ça n'empêche pas d'arriver sur des zones, je dirais, non édificantes sur lesquelles on vient avec un matériau brique, mais chaque fois avec cette question de la cohérence au territoire quand même, et cette question de la matérialité, comme je disais tout à l'heure, sur la question de ce que les Japonais appellent le wabi-sabi, qui est cette question de la patine du temps qui vient sur les matériaux et qui, pour le coup, fonctionne vraiment bien avec ces matériaux de terre cuite. Et donc c'est en ça où on aime les utiliser quand ça nous semble être le juste vocabulaire. C'est juste ce vocabulaire, on ne l'utilise pas toujours, mais quand ça s'impose. Quand ça s'impose à nous, je dirais intellectuellement, sur la cohérence, la logique des choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les matériaux sont en questionnement. Et donc, on regarde le paramètre global du matériau. Donc, c'est une analyse plus complexe qu'un simple choix. Une simple envie. Voilà, qu'une simple envie, tout à fait. Là, on va reprendre avec vous les thématiques de la journée, on va dire. Hein. Le sujet du moment, enfin, un des sujets du moment, c'est le carbone. Est-ce que c'est devenu déterminant pour vous? Alors oui, bien sûr, c'est un paramètre qui aussi oriente les choix. Là, pour le coup, parfois de façon imposée, hein, parce que quand on assemble tous les matériaux d'une même construction, on doit jauger, équilibrer les choses pour déjà, d'une part, respecter l'aspect normatif de l'ART, mais bien au-delà de ça, généralement, on va plus loin avec l'ART, avec une ambition de réduction du carbone sur l'empreinte de nos bâtiments. Et donc, ça pose la question, bien sûr, de l'impact de chacun des matériaux qu'on utilise. Mais tout ça est quand même à regarder de façon globale, et c'est aussi comme ça qu'on approche les projets avec nos maîtres d'ouvrage. C'est l'approche globale de la durabilité aussi des matériaux qu'on met en place, de comment ils s'assemblent, de comment ils tiennent dans le temps. Et donc, c'est là où la brique, qui aujourd'hui n'est pas forcément le meilleur élément l'allié du carbone, répond quand même à cet aspect carbone si on le regarde sur le long terme. Et c'est en ça où ça nous semble quand même encore un matériau pertinent pour utiliser et mettre en œuvre et avoir une pérennité de façade, mais aussi de structure. L'aspect durabilité est important. Hein. Complètement. C'est vraiment l'enjeu qui se croise.
Et toujours sur cette question hein, du carbone, pour vous, selon vous, qu'est-ce qui peut évoluer? Et je sais que vous voudriez du mi-cuit. Expliquez-nous Oui. un petit peu de quoi il s'agit. Oui, c'est effectivement, c'est une question que je me suis posée sur la question, bien sûr, de la cuisson, qui est un élément fondamental de la construction en briques. Aujourd'hui, on voit qu'il y a la terre crue qui arrive, avec des briques de terre crue, mais qui ne sont pas du tout le même usage que la terre cuite. Aujourd'hui, nous, architectes, on aimerait réussir à trouver des matériaux qui soient à chaque fois un peu plus vertueux, mais qui soient aussi très pérennes. Et donc la question, elle est là, et le juste milieu dans la notion de la cuisson, de la juste cuisson, là où le matériau est utilisé, que ce soit dedans, dehors ou dans un intermédiaire peut-être, peut poser question et peut peut-être être une réponse, mais je suppose que c'est aujourd'hui justement le sujet sur lequel vous réfléchissez beaucoup, mais qui nous intéresse à la fois sur cet aspect carbone, mais aussi sur cet aspect de matérialité, de texture que ça peut donner et que ça peut changer par rapport à ce qu'on connaît déjà aujourd'hui, même s'il y a déjà un grand éventail de matérialité sur les différentes briques. À voir comment tout ça peut évoluer. Un autre sujet dont on va parler aujourd'hui et qui est aussi pour vous important et qui semble un levier en tout cas intéressant et crédible, c'est le réemploi. Comment vous voyez, vous, le réemploi? Alors, aujourd'hui, c'est un vrai sujet qui croise beaucoup de projets et qui va s'imposer, je pense, encore plus à nous au quotidien. Et la problématique qu'on rencontre régulièrement, c'est justement où est la ressource du réemploi et d'où elle vient et de quelle nature elle est, où est-ce qu'elle est avec la bonne quantité, la bonne couleur, etc. Et moi, une des choses qui me semblerait intéressante à développer pour nous faciliter la vie, nous, architectes, pour aller pouvoir sourcer du réemploi, c'est que les industriels s'emparent de cette thématique-là davantage. Qu'aujourd'hui, c'est plutôt des filières alternatives qui rassemblent X matériaux sous des hangars, etc., et qui sont un peu disséminés sur le territoire avec des quantités aléatoires et des plannings assez aléatoires. Ça, c'est l'appel que vous lancez aux industriels. Hein. Organisez le réemploi. Saisissez-vous-en. Pour que la question de la déconstruction prenne plus d'ampleur et que les industriels qui ont fabriqué les produits se ressaisissent de ces mêmes produits après déconstruction pour qu'ils puissent les sourcer, qu'on puisse en connaître les quantités suffisantes, parce qu'en fait, notre chantier, il arrive dans 1 an, voire 2 ans. Donc, quand on décide une matérialité, un matériau, entre-temps, il se passe beaucoup de choses et on a besoin d'être sûr que la matière sera là au bon moment. Et ça freine beaucoup la question du réemploi, que ce soit dans toute son ampleur, parce qu'on a cette fragilité, je dirais, d'utilisation du produit. Jusqu'au mois avant qu'on le pose, on a une certaine incertitude, un inconfort, je dirais, beaucoup de nos maîtres d'ouvrage aussi, qui sont très frileux sur ce que ça peut être. Et nous, on prend des engagements aussi dans des permis de construire sur des matérialités qui vont arriver. Et donc, il faut que demain, on puisse les avoir. Et donc, ça croise, je pense, une certaine logistique qui serait intéressante qu'ont les industriels et qui éviterait de reconstruire des hangars à côté pour refabriquer d'autres choses et mêler des choses qui n'ont pas les mêmes. On le voit dans des autres industries, hein, le textile qui récupère les vêtements de sa propre marque parce qu'ils connaissent la nature du coton, du tissage, etc. pour mieux réutiliser cette matière. Et je pense qu'à l'échelle industrielle du bâtiment, on pourrait aussi aller davantage là-dessus. Donc c'est un appel lancé aux industriels. J'espère qu'on aura une petite réponse tout à l'heure. Sur autre sujet qui sera abordé aujourd'hui, la façade et les îlots de chaleur urbains. Votre lecture à vous, comment vous voyez les choses également par rapport à ces problématiques de... Alors, on a effectivement beaucoup de problématiques à traiter dans un seul projet à chaque fois. Et celui-ci est rentré aussi dans un paramètre important, même dans certaines réglementations urbaines. Hein, elle a été intégrée de façon imposée, mais à l'inverse de certaines impositions, hein, d'interdire une couleur de façade, etc. Je pense qu'il est intéressant de penser vraiment au réchauffement de la température de l'îlot. Et pour ça, ça va plus loin que la question de la couleur finalement. Hein. C'est une question de réverbération, d'albédo, et du coup, la couleur est un paramètre, mais ce n'est pas le seul. Et c'est en ça où je pense que là aussi, c'est un travail peut-être plus fin, scientifique et industriel qui peut être porté. C'est de réussir à faire en sorte qu'on puisse garder cette gamme de colorimétrie qu'on retrouve dans la brique notamment, sans aller sur une brique blanche. Voilà, sans aller sur une brique blanche imposée, ce qui serait, à mon sens, assez dommageable. Mais cette question-là, elle vient, je pense, elle vient aussi d'un aspect qui intéresse beaucoup les architectes aujourd'hui, c'est quand même la question de la
texture, de la matérialité fine des matériaux et des textures qu'on utilise. Et dans ce sens-là, je pense que la question de la rugosité peut être un élément fort, parce qu'à micro-échelle, hein, chaque petite rugosité, c'est une petite ombre sur la brique. Et donc, c'est autant de choses qui ne réverbèrent pas ou qui ne réchauffent pas. Et donc, il y a peut-être un intérêt à texturer encore plus les briques. À vous entendre, je me dis qu'on a bien fait d'appeler cette journée matière à façade, parce que vous parlez de matière, en fait. Hein. Oui, c'est une thématique majeure dans notre approche d'architecture. Vous nous avez apporté ce matin des éléments, mais je vais vous demander, en 2 mots, nous expliquer rapidement le travail que vous avez pu réaliser sur un ou deux des projets que vous avez apportés. Je ne vais pas commenter beaucoup, c'est 3-4 projets réalisés par l'agence. Simplement, ils montrent des approches différentes, déjà, sur les différents projets, des façons de composer, des façons d'assembler, avec une certaine vérité constructive, qui n'est pas toujours à 100% le cas, parce qu'on est aussi soumis à des contraintes économiques majeures. Donc, on compose aussi entre de la vraie brique, de la plaquette, de la maxi-brique ici, donc une brique porteuse 22-22, qui est un très beau sujet de construction, et qui permet d'aller chercher des travails de jonction d'angles et des choses comme ça, de façon intéressante. Voilà, différents sujets. Là, on a un assemblage avec des briques moulées main, des briques vernissées, différentes typologies d'assemblage de choses. Et donc, simplement, vous avez vu les différentes choses précédemment qui ont dû défiler un petit peu. Voilà, j'ai fait un petit peu défiler trop vite parfois. C'est vraiment la question de l'assemblage qui est aussi un élément intéressant dans le sujet de la brique. Assemblage, rugosité et matière. Voilà. C'est ça que je dois retenir, que nous devons retenir. Oui, c'est ça. On peut dire ça. Samuel, merci. Et puis on se retrouve en fin de matinée pour faire un petit point sur ce que vous aurez entendu et peut-être aurez-vous des réponses à quelques-unes des questions que vous vous posez. Mais c'est surtout l'après-midi qu'on va parler environnement, donc il va falloir rester. Je vais être attentif et je viendrai avec les questions. Merci, vous pouvez l'applaudir.